Festival Oh les beaux jours, 3e édition, 28 mai 2 juin 2019, Marseille. Friction littéraire en podcast. Des animaux et des hommes. Rencontre avec l'écrivain Vincent Message et le philosophe Baptiste Morisot, animé par Sophie Joubert, enregistré en public à la scène littéraire du festival. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre que nous avons intitulée Des animaux et des hommes. Alors on verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça, rencontre qui s'inscrit dans le cadre du cycle Quand les sciences dialoguent avec la littérature initié par le festival Oh les beaux jours. On est très heureux aujourd'hui de recevoir Vincent Message. Vous êtes maître de conférences en littérature générale et comparée à l'université Paris 8. Vous êtes écrivain, vous avez publié à ce jour 2 romans, Les Veilleurs et Défaite des maîtres et possesseurs, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et puis un 3e qui va paraître très bientôt à la rentrée mi-août, qui s'intitule Cora dans la spirale. Vous êtes également l'auteur d'un essai qui est la publication de votre thèse, essai sur la littérature intitulé Romancier pluraliste. Alors, ce livre... Défaite des maîtres et possesseurs, j'en dis tout de suite un mot. Le titre est emprunté à une phrase de Descartes dans le discours de la méthode. Et dans ce livre, vous imaginez un monde proche du nôtre où les humains subissent ce que nous faisons subir aux animaux aujourd'hui. Et ce renversement de situation sur le mode de la fable, du conte philosophique est extrêmement saisissant et éclaire l'absurdité, la cruauté de l'exploitation des animaux par les humains. Alors nous avons eu envie de vous faire dialoguer avec Baptiste Morisot. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. Vos recherches sont centrées sur les relations constitutives entre l'humain et les vivants, en soi et hors de soi. Vous avez notamment publié Les Diplomates, qui est un ouvrage sur le loup et son rapport à l'homme, mais aussi sur ces grandes figures de diplomates qui font le lien entre le monde humain et le monde animal. Pour citer les plus connus, Charles Darwin, Konrad Lorenz, mais aussi plus proche de nous, Jean-Marc Landry, avec qui vous allez étudier les loups sur le terrain. Et puis vous avez fait paraître l'an dernier chez Actes Sud Sur la piste animale, un livre sur votre pratique du pistage, sur la trace des grands prédateurs. Peut-être pour commencer, une question très simple sur vos parcours. Comment l'un et l'autre, vous Baptiste en tant que philosophe, vous Vincent en tant que romancier, vous êtes-vous intéressé à ces questions des relations entre, alors non pas entre l'homme et l'animal, mais plutôt entre l'humain et les non-humains, par la fiction, par la philosophie, et puis peut-être aussi sur le terrain. Je ne sais pas qui veut commencer, Vincent. Bonjour tout le monde. Ça s'est fait pour moi très progressivement. Dans mon premier roman, Les Veilleurs, je le dis parce que c'est assez caractéristique, il y avait déjà un problème écologique important, qui était plutôt une métaphorisation de l'urgence climatique dans les rêves du personnage principal. Il y avait un processus de désertification qui était en cours, au sud d'un pays, où mon personnage principal fait des rêves récurrents, retourne quand il dort. Et les différentes régions de ce pays n'arrivaient pas du tout à se mettre d'accord sur la façon de réagir par rapport à cette désertification. Est-ce qu'il était possible de la contrer? Quelles étaient ses causes? Est-ce que c'était l'industrialisation avant tout? Est-ce qu'il y avait d'autres causes géologiques ou d'évolution des paysages, etc. Mais en fait, c'était un paysage désert, par définition. Et la question... Moi, j'ai pris conscience plus tardivement de la centralité de la question animale dans la crise écologique. Ça s'est plutôt joué autour de... lentement entre 2010 et 2014. Et 2014, c'est le moment où je me mets à écrire Défaite des maîtres et possesseurs, qui prend cette question à bras-le-corps et d'une façon que je voulais un peu plus frontale que... Ça faisait quelque temps que les animaux avaient une présence assez insistante dans la littérature française contemporaine, mais pas forcément en lien avec ce grand scandale de l'élevage industriel sous ses formes actuelles, et pas forcément en lien avec la crise écologique. Donc voilà, je ne viens pas du tout d'une position de proximité avec les vivants animaux. Moi, j'ai grandi en ville, je suis plutôt... Je réfléchis plutôt à mon manque de nature, à mon manque de mots. Récemment, il y a eu un livre de Romain Bertrand qui est paru au Seuil qui s'appelle Le détail du monde, où il dit qu'on n'a plus les mots pour nommer les plantes, les animaux, etc. Moi, je suis très frustré de ça.
de ne pas savoir nommer les oiseaux que j'entends chanter sous mes fenêtres, puisqu'il y en a encore quelques-uns quand même. Et donc, j'imagine que je suis engagé dans un lent travail de reconquête d'une proximité et de savoir qu'on ne m'a pas transmis ou qui se sont perdus, en tout cas dans mon parcours familial, alors qu'il y a 3 générations, comme à peu près tous les Français, c'était des gens qui travaillaient la terre ou qui étaient tout petits fonctionnaires dans le Massif central ou en Lorraine ou dans le Nord. Et voilà, il y a quelque chose avec l'exode rural, qui est un phénomène qui a marqué l'histoire de ma famille assez tôt, qui s'est perdu. Voilà. Et ça se perd plus vite quand on vient de régions qui étaient pauvres à l'origine, puisque les gens dans le Massif central, par exemple, sont montés plutôt vers les grandes villes. Et du coup, ils ont désappris un peu plus vite, disons, ou en tout cas, les transmissions ne se sont pas faites. Donc, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence de penser le présent et d'écrire une littérature du présent qui permette pas juste de regarder d'où nous venons, mais aussi de se poser des questions sur ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons réfléchir à la suite. Et puis, il y a cette forme de reconquête plus de savoir. Baptiste Morisot, est-ce que cette envie d'aller vers une philosophie qui s'intéresse au non-humain est tous également liée à cet état de crise climatique ? Enfin, est-ce que c'est lié à ce moment aussi dans lequel on vit ? Pas du tout, je pense. Donc biographiquement, en quelques mots, même si c'est toujours difficile comme exercice. En fait, moi, je viens donc de la philosophie, mais vraiment de la philosophie de bibliothèque. Je suis vraiment formé, et dans cette tradition universitaire du clerc, c'est-à-dire dont on hérite depuis l'époque médiévale, de ce découpage par rapport aux activités corporelles et par rapport à être dehors. Mais c'était quelque chose dont je souffrais, parce que par ailleurs j'avais beaucoup de pratiques de nature, comme on disait à l'époque. Et puis donc il y a eu toute une série de rencontres intellectuelles par le biais de livres d'abord, et notamment le livre de Philippe Descola, qui part de la nature et culture en 2005, qui a été pour moi, et comme je pense pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous qui s'intéressons à ces questions, un choc. Avec le fait qu'il mettait des mots sur mon sentiment de la pauvreté des relations que j'entretenais avec les paysages, avec les milieux, lorsque j'allais randonner. Cette idée étrange qu'en même temps il y a quelque chose de fort dans la randonnée, mais que paradoxalement c'était une pratique très pauvre, parce que justement elle était construite sur l'idée de marcher sur un sentier qui relie des panoramas dans lesquels finalement on va chercher des points de vue qui sont beaux sur des espaces qui sont devant nous. Il y a des effets de mise à distance. Et donc j'ai cherché toute une série de pratiques de terrain pour essayer d'enrichir en fait la relation à ces paysages et la relation surtout aux vivants qui les habitent. Et puis là, j'ai rencontré des gens, comme d'habitude. Je les ai croisés un peu par hasard, mais on s'est rencontrés pour une raison, parce qu'il y avait un besoin dans mon approche, et des gens qui commençaient à travailler sur cette question du retour du loup. Et le retour du loup, a priori, il me fallut quelque temps pour justifier que ça puisse être une question philosophique. D'ailleurs, il faut encore que je le fasse aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas l'air très philosophique, le retour du loup. Mais en fait, ça l'est de manière assez puissante. Et il y a un indicateur de ça, c'est que lorsque le loup est revenu en France, en 1992, date officielle, autour de Nice, toute une série d'acteurs du territoire, qui sont d'habitude pas très connus pour faire de la philosophie, se sont mis à soutenir de grandes thèses sur le rapport entre l'homme et la nature. Et donc, par exemple, Christian Estrosi, ancien champion de motocyclette et maire de Nice, s'est retrouvé à affirmer des thèses métaphysiques sur la nature de l'homme, la nature de l'animal et sur la nécessaire préséance de l'homme sur l'animal. Je me suis dit, si le loup fait même faire de la philosophie à Christian Estrosi, il y a un terrain là. Et donc, à partir de là, je dirais, le deuxième moment qui a été assez important, c'est que j'ai commencé à vouloir écrire ce livre, Les Diplomates, qui est un livre qui, en effet, prend très au sérieux cette figure du loup et qui pose le problème de circuler vers le point de vue, d'aller dans les parages d'une autre forme de vie, c'est de s'approcher le plus près d'une autre forme de vie. Et je me disais, c'est pas très honorable d'écrire un livre sur les loups si j'en ai pas vu. Mais c'était pas très bien raisonné, parce que c'est très très difficile de voir des loups, donc vraiment très difficile. Donc
pendant 3 ans, je suis allé beaucoup sur le terrain, à plusieurs, et on a pisté les loups. On a fini par les voir, ça nous a pris un peu de temps, mais ça m'a introduit à cette pratique du pistage. Donc le pistage, c'est pas du tout quelque chose d'original, c'est le fait d'apprendre à décrypter les indices que les animaux et les vivants en général laissent sur le territoire, et d'apprendre à lire, à traduire plutôt leur comportement dans les indices qu'ils laissent. Et en fait, ça a complètement bouleversé mon rapport à la philosophie. Je ne fais plus du tout de la philosophie de la même manière. Et ça a aussi bouleversé mon rapport à l'animalité, à ma propre animalité. Et depuis, j'essaie d'écrire, de dire un petit peu les transformations de perspective que ça permet. Ça veut dire faire la philosophie plus seulement avec sa tête, mais aussi avec ses sens. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, pardon. Oui, absolument. Absolument. Après, je pense que tous les philosophes, que la plupart des philosophes font de la philosophie en investissant, en impliquant tout leur corps. Mais c'est vrai que la tradition dominante dont on hérite a mis sous le tapis cette dimension-là. Mais c'est pas anodin. Par exemple, les philosophes qui m'ont beaucoup marqué, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, sont des philosophes qui revendiquent que, par exemple, écrire. Chez Nietzsche, écrire, c'est un geste du corps. Et écrire, c'est parcourir des émotions de la pensée. Donc la dimension de l'affectivité, de la sensibilité, elle est très souvent là dans la pensée. Simplement, dans la tradition moderne, on l'a occultée du fait du dualisme qui hiérarchise l'esprit comme étant supérieur et le corps comme étant inférieur. Alors justement, puisqu'on parle de ce dualisme, de ces couples d'opposition hérités de la modernité, Vincent Message, ce roman s'intitule des maîtres et possesseurs, donc phrase empruntée, je le disais tout à l'heure, au discours de la méthode. Pourquoi partir de là? Pourquoi partir de cette phrase de Descartes? Descartes, c'est aussi l'animal-machine. Sans bien connaître Descartes, c'est un philosophe que j'avais pu lire dans mes études. En tout cas, le discours de la méthode et la méditation métaphysique. J'aimais bien le discours de la méthode parce que c'est un récit qui est aussi ancré justement dans un corps, dans une biographie. Enfin, il raconte à quel moment il décide de cette refondation des savoirs. Il n'est pas absent comme individu du livre. On sent qu'il a un rapport polémique à, par exemple, la scolastique qui l'a précédé, voilà, qu'il est dans cette volonté de construire une vie aussi en construisant un autre rapport au savoir. Et puis cette expression qui est assez connue, grâce à la connaissance des scientifiques, si elle n'est plus uniquement spéculative, mais si elle cherche à s'ancrer dans l'expérience, nous pourrons devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Cette expression, pour moi, avait un pouvoir de hantise. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, mais dans des notes que je peux prendre sur mon ordinateur, mais des années après, que je l'avais vraiment relevée et que régulièrement, elle venait dans ma tête désigner quelque chose qui me paraissait assez trouble dans notre rapport au monde. Aussi avec sa bizarrerie, c'est-à-dire ce côté légèrement redondant, maître et possesseur. Est-ce qu'on pourrait vraiment essayer de départager ce qui est de l'ordre de la maîtrise et ce qui est de l'ordre de la possession, en quoi ces deux choses vont ensemble, etc. Et donc quand j'ai eu l'idée d'un roman dans lequel les places des corps seraient inversées, c'est-à-dire où de nouveaux venus auraient investi nos écosystèmes et se seraient mis à y occuper une position dominante, et où à l'inverse nos corps humains seraient répartis dans des catégories. Dans le livre, il y en a 3. Il y a des femmes et hommes qui servent à ces nouveaux venus de l'équivalent de nos animaux de compagnie. Il y en a qui travaillent pour ces nouveaux maîtres, et puis il y en a qui sont élevés dans des fermes-usines pour être abattus et mangés de la manière la plus simple et la plus hédoniste du monde, comme dans notre société. Cette inversion des corps m'intéressait parce que... mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de raconter ça du point de vue d'un non-humain. Je réfléchissais depuis longtemps à ce que peut être un roman sans les hommes, ou un roman où les hommes seraient décentrés, en tout cas. Le roman, c'est quand même assez fondamentalement un genre qui naît à peu près en même temps que l'humanisme, qui s'impose progressivement au XVIe, XVIIe, XVIIIe, qui gagne en légitimité à ce moment-là,
et qui est quand même fondé sur les récits qui opposent soit un individu à la société, soit nous. Et moi, j'avais beaucoup travaillé sur le roman du nous. Comment est-ce qu'avec des groupes de valeurs divergentes, on peut réussir à construire du lien social, ou au contraire, on va se déchirer, etc. Et donc, tout en travaillant là-dessus, je me rendais compte de l'impensé immense qu'il y avait, c'est-à-dire le monde sans les hommes, ou le monde avec une présence plus discrète, en tout cas des hommes, comment apparaît-il en littérature ? D'où l'idée, un jour, pendant des années, j'ai vécu avec l'idée qu'un jour, j'essaierais d'écrire un récit d'un point de vue non humain, sachant que c'est assez impossible, parce que voilà, on ne peut pas penser comme une chauve-souris, penser comme un virus, penser comme... Enfin, on va peut-être en reparler avec Baptiste, il y a des efforts qui sont possibles dans ce sens, mais bon. Et donc, la voix qu'on entend dans Des Fêtes est la voix de quelqu'un dont on se rend compte assez vite, au bout de quelques dizaines de pages, qu'il n'appartient pas à notre espèce, même si elle sonne très familière. Et à l'inverse, donc il s'appelle Malo, et il vit avec quelqu'un qui s'appelle Iris, qui a l'air d'être désigné un peu comme un animal de compagnie, et dont on se rend compte assez vite que c'est une femme, homo sapiens, de 25 ans, etc. Et pour moi, tout s'est construit autour de l'expression de Descartes, parce qu'elle elle permettait de faire jouer plein de mouvements de bascule. C'est-à-dire les maîtres et possesseurs dans le livre ne sont pas forcément ceux qu'on croit en première instance. En première instance, défaite des maîtres et possesseurs, c'est la défaite des hommes face à ces nouveaux venus qui colonisent nos écosystèmes. Quand on regarde un peu mieux, ça vient, et qu'on avance dans le livre, ça vient jouer à d'autres titres. C'est-à-dire que ceux qui croient être dans la maîtrise sont souvent en train d'organiser leur propre défaite. Et il me semble que c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a deux choses, Baptiste Morisot, sur lesquelles j'aimerais que vous réagissiez. La première, c'est cette question des catégories qu'évoquait Vincent, c'est-à-dire voilà, dans son livre, on a des humains destinés à la boucherie, des humains de compagnie, et puis des hommes travail, je crois, enfin des humains destinés au travail. Si on fait un peu d'histoire, à quand remonte ce besoin de l'homme de catégoriser comme ça les non-humains autour de lui ? Ça alors. Alors non, c'est très très difficile comme question. Donc je dirais la sensibilité naturaliste à la diversité des espèces, elle naît avec le genre humain. Et d'ailleurs, moi quand on observe les loups, on voit bien qu'ils distinguent les chevreuils, les sangliers et des cerfs. Après, il s'est passé, et c'est peut-être plus là-dessus que ça peut vous intéresser. Donc oui, le point du problème, c'est il s'est passé un événement assez majeur au moment de la domestication. C'était ça. Pardon. C'était ça. C'était pas assez clair dans ma question, mais je voulais parler du néolithique, pardon, en effet. C'est moi. Oui, alors absolument, le néolithique. Donc la grande rupture fondamentale entre deux catégories, c'est la catégorie entre sauvage et domestique. C'est quelque chose qui est formulé de manière assez éloquente lorsque on entend le discours, par exemple, d'Amérindiens, de chamans amérindiens comme Big Thunder, qui est un Indien Abénaki, qui dit avant que les Blancs arrivent sur le continent américain, les animaux sauvages n'existaient pas. Ce qu'il entend par là, c'est que comme il n'y avait pas de domestication, il n'y avait pas non plus de concept de sauvagerie. Et les animaux étaient les animaux. Et il est entendu que dans cette nuance, sauvage et domestique, c'est pas seulement une catégorisation, je dirais, objective ou scientifique. Elle charrie toute une série de valeurs sous-jacentes, insidieuses, qui sont encore omniprésentes dans notre usage du langage quotidien. Quand on dit de quelqu'un que c'est un sauvage ou quand on parle de sauvagerie, on révèle les résidus de l'idée que l'animal sauvage est bestial, il est féroce, il est démesuré, il est vicieux, il est incapable de se contrôler, par distinction de l'animal domestique qui, lui, à certains égards, est paré de toute une série de vertus. Alors ce qui est fascinant, c'est que ces valeurs s'inversent. À d'autres moments, par exemple avec le romantisme et la montée de la pensée du sauvage dans la tradition américaine au XIXe siècle, ça va être l'inverse. Le sauvage va être paré de tous les atouts de la primalité, de la pureté, de l'innocence, de la liberté, alors que le domestique va être considéré comme amoindri, avili, rendu plus neurasthénique, plus faible. Et c'est une sorte de construction qui joue un rôle assez majeur dans la manière dont on formule les problèmes aujourd'hui et qui produit des effets d'invisibilité. Alors, il y aurait 1000 choses à dire là-dessus. Je voudrais en dire simplement une, parce qu'elle me fascine et qu'elle appelle assez peu de commentaires. Elle tient debout toute seule. C'est les modélisations qui ont été faites par des scientifiques, notamment Václav Smil et Barnowski.
un petit modèle pour comparer la biomasse des vertébrés à la surface de la Terre il y a 10 000 ans et maintenant. Alors, l'expérience est simple. Vous prenez une grande balance et vous mettez tous les animaux, au sens large, dans la balance et vous comparez. Il y a 10 000 ans, à peu près 97% de la biomasse, de la masse des animaux, était constituée par des animaux sauvages. Et les 3% restants étaient constitués par des humains. Aujourd'hui, vous faites la même expérience. 85% de la masse des animaux dans la balance est constituée par les animaux domestiques. Et significativement le bétail. 13% est constitué par les humains, la biomasse des humains. Et il n'y a plus que 2 ou 3% qui correspondent à la faune sauvage. Donc la faune sauvage est passée, il y a 10 000 ans à maintenant, de 97% de la masse des animaux sur Terre à 2% de la masse des animaux sur Terre. C'est des modélisations qui sont assez fascinantes, sur lesquelles je travaille avec un ami et un très, très bon écologue qui est là, et que je salue, et où on essaie de multiplier les manières de figurer ce grand renversement dans lequel, dans l'histoire de la domestication, on a opéré cette gigantesque confiscation de la biomasse de la terre au profit du bétail domestique, ce qui n'est pas sans faire écho avec les problèmes de Vincent. Est-ce que tu veux réagir sur cette question de la domestication et de l'inversion des pourcentages entre la présence des animaux d'élevage et les animaux sauvages? Oui, dans mon roman, ça explique un peu la répartition des absents et des présents. C'est-à-dire que j'ai cité 3 catégories d'hommes animaux qui sont là, mais les animaux autres qu'humains sont du coup refoulés complètement à l'arrière-plan. C'est un livre sur la question animale quasiment sans animaux autres qu'humains, ce qui est déjà une première bizarrerie. Et puis on voit quand même un peu disparaître les oiseaux. La disparition des oiseaux est un truc sur lequel j'ai envie de continuer à travailler. Je trouve ça, c'est un des phénomènes d'effondrement quand même biologique en cours majeur et les plus inquiétants. Mais c'est vrai qu'est-ce qu'on voit comme animaux dans des fêtes des maîtres et possesseurs? Ces oiseaux qui se réfugient, qui sont de plus en plus invisibles et de plus en plus et qui se reproduisent plus ou qui tombent des branches métaphoriquement. Et puis à un moment donné il y a des ragondins. Alors ça c'est encore une autre espèce, qui sont sur un parvis de gare, balancer de la peinture dessus et puis tabassés par des éleveurs, mais qui sont en l'occurrence des hommes, par une sorte de report de la violence sur les plus faibles que soi, dont on a évidemment l'habitude, puisque c'est beaucoup un livre sur l'articulation des violences. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, la manière dont, dans nos sociétés, plusieurs formes de violence s'enchaînent les unes aux autres, se forment une spirale. Et donc, ces ragondins qui sont décrétés espèces invasives dans certains coins. Voilà, moi j'ai rêvé de ce livre un peu en Camargue, et en Camargue, ces catégorisations étaient particulièrement intéressantes et marquées, puisqu'on adore les chevaux, on les monte, on les dresse, on laisse un peu de place aux flamants roses, on adore les taureaux, et ensuite on fait des courses camarguaises, mais aussi la corrida. Et puis à l'inverse, on écrase joyeusement les ragondins sur les départementales, sans dévier d'un pouce, sans infléchir le moins du monde son volant, parce qu'ils posent des problèmes aux berges des canaux, parce qu'ils sont considérés comme invasifs et nuisibles. Bon, et ça, pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs, qui ne connaît pas intimement le pays et son histoire, il y a des effets d'amnésie environnementale aussi qui sont importants, qui fait qui sont les vrais habitants. Enfin, c'est toujours une question. Qui sont les habitants d'un territoire qui ont développé une histoire, et et comment on voit ça de l'extérieur. Alors la différence avec le néolithique dans mon roman, c'est justement que j'ai choisi un narrateur qui est donc extraterrestre, disons par ses origines familiales, même s'il lui refuse ce mot parce qu'il est né sur Terre et qu'il a une conscience terrienne qui fait que c'est un mot tout à fait à côté de la plaque à son sens. Mais justement, il a ce point de vue l'arrivant qui est souvent le point de vue du conte philosophique. Dans les contes philosophiques, vous avez souvent soit au XVIIIe siècle, soit des Européens qui vont découvrir des territoires lointains et leur système politique, etc., type les voyages de Gulliver chez Swift, ou à l'inverse des sauvages, parfois, le bon Huron, le machin, qui arrivent dans les cours européennes, ou le persan, voilà, qui viennent d'ailleurs, et qui portent un regard défamiliarisant sur nos institutions, sur nos pratiques politiques, etc. Ce point de vue, il a l'avantage d'une distance, et je trouve ça intéressant aujourd'hui que la littérature cherche
renouer avec un truc en alternance, c'est-à-dire beaucoup de proximité, c'est-à-dire être à l'intérieur des corps et des têtes et être dans les voix des personnages, mais aussi savoir brusquement adopter un point de vue beaucoup plus distant. Donc ce narrateur, Maloclaès, extraterrestre, s'étonne des répartitions qu'ont créées les hommes, parce que l'histoire qu'a raconté Baptiste du néolithique, il ne l'a pas en tête. Et donc quand vous arrivez brusquement sur Terre, pourquoi est-ce qu'on mange les cochons et pas les chiens à certains endroits? Pourquoi est-ce que certains animaux sont sacrés à certains endroits et pas à d'autres? Si on fait abstraction, mais c'est un exercice de pensée, ça ne veut pas dire que les histoires religieuses ou culturelles ne comptent pas, mais si à un moment donné on fait abstraction et qu'on regarde ça avec le point de vue de l'arrivant, eh ben on obtient une recomposition du paysage des vivants qui produit des effets intéressants, puisque si la littérature essaye de dire le vieux monde qu'on connaît avec des mots neufs et en nous faisant trouver absolument étranges et passionnants les choses qu'on pratique tous les jours, vivre en ville, habiter dans des familles, manger des animaux, etc. Et ben ce regard de l'arrivant, qui est une figure très classique du roman, l'arrivant, mais l'arrivant de très loin, disons, peut avoir quelques vertus. Baptiste Morisot, cette question du point de vue et de la pluralité des points de vue, vous la posez très concrètement quand vous allez sur le terrain avec les éthologues qui observent les loups. Hein, vous avez, en fait, on ne peut pas prendre parti, c'est-à-dire que quand on est avec les loups, on a une empathie avec les loups. Quand on est du côté des bergers, on a une empathie avec les brebis. Et du coup, ça produit un brouillage d'un point de vue moral extrêmement intéressant, moral et politique peut-être. Oui. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup actuellement, sur lequel j'essaie d'écrire. C'est le produit d'une expérience sur le terrain avec un projet qui s'appelle Canovis, pour Canis Ovis. Canis, chien, et loup, ovis, le mouton. L'ambiguïté est déjà présente dans le nom. C'est un projet qui est dirigé par Jean-Marc Landry, qui est un éthologue suisse, et qui se donne pour vocation, non pas de travailler pour les loups contre le pastoralisme, non pas pour les brebis contre les loups, mais pour la cohabitation. Et le dispositif est relativement simple. Il y a des éthologues, il y a des anciens rangers de parcs naturels. On dispose d'une caméra thermique, qui est d'ailleurs un objet interdit à la vente. C'est une caméra qui permet de voir la nuit, sur des très longues distances, les animaux. Et on travaille en collaboration très proche avec des bergers, des éleveurs. Et on est sur le terrain et toute la nuit, on observe les interactions entre les loups, les chiens de protection, les brebis, les bergers, les renards, les chevreuils. Et ce qui est très intriguant dans cette expérience, c'est que, on arrive... Il y a pas mal de stagiaires qui passent, et souvent on arrive là avec une idée préconçue sur qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ou bien on est là parce qu'on veut aider les bergers, ou bien on est là parce qu'on veut protéger les loups, ou les comprendre mieux, parce que souvent on est là parce qu'on est un peu fasciné par les loups, ça il faut le reconnaître, et que c'est quand même assez puissant de les voir émerger à 10h du soir. La caméra thermique, en fait, inverse les luminosités. Donc vous avez le paysage qui est noir, dans des nuances de gris, et les animaux sont comme des spectres de lumière qui émergent à l'écran, c'est absolument splendide. Vous voyez les loups émerger à 10h après avoir hurlé entre eux pour s'appeler, puis se rejoindre pour faire meute, toujours à peu près à la même heure, c'est autour de 10h, 10h15, on appelle ça la golden hour. Et là, c'est le moment où ils vont se reconstituer en meute par toute une série de rituels. Puis ils vont produire ce qu'on appelle un hurlement en chorus, tous ensemble. Et là, ils passent dans une autre phase de la nuit, qui est une phase collective, et une phase, je dirais, très organisée, très disciplinée. Donc c'est des expériences assez puissantes. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que traditionnellement, dans les protocoles scientifiques, on va s'intéresser au loup sauvage dans son environnement sauvage, parce qu'on va considérer que les activités humaines, si vous voulez, parasitent l'expérimentation. Et là, ce qui nous intéresse, c'est l'inverse. C'est d'observer littéralement les interactions entre cet animal sauvage et les brebis, les bergers, les éleveurs. Et là, ce qui est très intriguant, c'est que, fatalement, on travaille sur les loups, mais en vérité, on travaille essentiellement avec les bergers. Et donc, on est là avec eux le soir, on est là avec eux à 5h du matin, on discute avec eux, on boit avec eux, on finit par on leur dit ce qui s'est passé pendant la nuit, on va parfois les aider à chercher les brebis, parfois on les aide à faire les soins, et fatalement, il y a des fils d'affect qui se tissent à eux.
parce qu'il se passe des petites choses qui nous troublent. Et puis, simultanément, quand on regarde les chiens de protection et qu'on les voit se défendre magnifiquement les brebis contre une meute de loups entière, une nuit, on voit une brebis qui est blessée. Il y a un chien qui est le seul à s'en être rendu compte et il va s'interposer entre les 5 loups et la brebis et il reste là et il défie. Et les loups s'approchent de lui, c'est positivement poignant comme scène, et il ne bouge pas. Il se retourne de temps en temps en espérant que d'autres chiens vont venir. Et finalement, toute la meute de chiens arrive et il chasse les loups et il les déboute de l'endroit. Donc là, on commence à s'attacher aux chiens. Après, on entend parler de louveteaux qui se font sniper par la brigade de tireurs à la tanière ou autour de la tanière. Alors là, on commence à s'attacher aux louveteaux. Et après, on voit la meute tout ensemble courir à la queue leu-leu, prendre des décisions collectives. On les voit interagir. Alors, on est absolument... Et donc, la tonalité affective de cette affaire est très drôle, parce que, si vous voulez, on est dans des gros trucks militaires, on a des talkie-walkie, on utilise presque des tactiques d'espionnage pour se déplacer. On roule à tombeau ouvert sur des routes, c'est dans un camp militaire en plus. Donc, les routes sont parsemées d'éclats d'obus, il y a des tanks et tout ça, on pourrait se prendre pour des espions. Mais en fait, la tonalité affective est inverse. C'est une sorte de barbouillement moral. C'est-à-dire qu'on se sent légèrement traître à l'égard de tout le monde. Et c'est le leader opérationnel du projet que j'admire beaucoup, il ne veut pas trop que je dise son nom, qui m'a appris ça, parce que je le vois, c'est un gros dur, et en fait, toute la journée, il dit « Ah, je me sens mal pour le berger, là, il va falloir que... Ah, je me sens mal pour le loup, là, non, il va se faire tirer cette nuit, non, je me sens mal pour le chien, ça s'arrête jamais, quoi. » Et en fait, au début, donc ça, c'est assez dur à tenir comme situation affective. Et au début, je me disais, je ne sais pas, est-ce que c'est le signe d'un défaut de notre positionnement ? Et en réfléchissant, en discutant avec eux, je me suis dit, en fait, c'est l'inverse. C'est le signe de la très grande réussite du projet. Parce que c'est la capacité, en fait, à ne pas trancher d'un point de vue moral, d'un point de vue de principe, sur qui sont les gentils et les méchants, qui sont les... ne pas postuler qu'il faut lutter pour la civilisation contre la sauvagerie ou contre les exploitants pour les animaux sauvages innocents et arriver à travailler pour la relation elle-même en postulant qu'on peut imaginer des solutions qui se font au profit de l'interdépendance. Et c'est ça qui me fascine. C'est le dernier point sur cette expérience, c'est ça que j'appelle la diplomatie en fait. Parce qu'il faut toujours trouver un peu fou cette histoire de diplomatie avec les loups. Ça a plusieurs sens, mais là, le sens qui m'intéresse, c'est cette idée que la grande découverte de la pensée écologique, c'est l'interdépendance. Et c'est une découverte qui est très importante dans notre tradition moderne, puisque nous héritons, du fait de notre tradition politique libérale, d'une valorisation de l'indépendance. Tout grand enjeu de la modernité, c'était de s'arracher à nos appartenances aliénantes, la famille, la religion, la corporation, le village... Et donc on a valorisé de manière aveugle l'indépendance. Et la pensée écologique, en nous montrant ce qui se passait vraiment dans le monde vivant, nous a rappelé que les interdépendances étaient constitutives. Et elle nous a rappelé quelque chose de très beau, qui est que le vrai enjeu, c'est pas de se rendre indépendant, c'est de trouver les liens qui libèrent, de distinguer les liens qui libèrent et les liens qui aliènent. Mais ma question, c'est qui est-ce qui défend les interdépendances ? Et bien voilà, c'est là-dessus que je travaille. J'essaie de donner une voix et des mains au point de vue des interdépendances. C'est d'armer le point de vue des interdépendances, et c'est ça que j'appelle un diplomate. Parce que dans le cas du loup, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un animal qu'on ne peut pas cantonner dans une réserve, puisque naturellement, il a besoin de se disperser. Donc on ne peut pas réfléchir en mettant des barrières, en fait. Voilà. Absolument. Non, c'est pas possible. C'est un animal qui, même s'il a cristallisé le fantasme de la nature sauvage, là-bas très loin dans les forêts, c'est un malentendu total. C'est un animal qui vit collé à nous, qui est aux portes de la ville, mais pas comme une sorte de bête féroce qui va nous submerger, comme un cohabitant avec lequel on peut et il faut apprendre à cohabiter. Je rappelle que les sociétés humaines cohabitent avec le loup depuis toujours, depuis 300 000 ans d'Homo sapiens, c'est depuis 10 000 ans de pastoralisme. Donc c'est absolument pas impossible. Et ce sont des animaux interstitiels, donc qui spontanément viennent coller à nous. Il y a une histoire qu'on raconte un peu dans le milieu, c'est que
quand vous commencez à voir le loup dans une région, vous croyez qu'il vient d'arriver, en fait non. La plupart du temps, ça veut dire qu'il est là depuis 5 ans. Et pendant ces 5 ans, lui, il a trouvé à quelle heure passe le facteur, à quelle heure passe le boulanger, quels sont vos horaires. Et une fois qu'il connaît mieux vos horaires que vous ne connaissez les siens, il sort, il se laisse voir parce que... alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que ça dit bien cette inversion et sa capacité à vivre près de nous et à s'ajuster à nos habitudes. Vincent Message, dans le roman, c'est cette question de l'interdépendance et de la cohabitation, vous la posez aussi très fortement, puisque la voix de votre narrateur, Maloclès, va évoluer petit à petit, et puis son point de vue va changer subrepticement au cours du roman, notamment avec cette relation avec Iris, son humaine de compagnie. Oui, moi, les récits à point de vue multiples, la manière de raconter une expérience en changeant d'angle, en ne mettant pas en valeur les mêmes éléments, en montrant comment elle s'inscrit à un autre point d'une biographie, fait partie des choses qui m'intéressent le plus dans l'art du récit complexe. Et le récit, quand je dis récit complexe, voilà, c'est pas forcément de la fiction. Ce que fait Baptiste est aussi de l'ordre du récit, on y reviendra peut-être dans une certaine mesure. Et donc c'est vrai que je suis attentif dans ce que j'écris à toujours mettre en valeur différents points de vue. Dans des fêtes des maîtres et possesseurs, ça prend une forme parmi d'autres. Mon narrateur a été pendant une dizaine d'années inspecteur d'élevage et d'abattoir. Donc je raconte un peu ça, et puis ensuite il en sort, il entre dans un comité d'éthique, et au moment où le roman s'ouvre, il est censé être rapporteur d'une loi pour améliorer la condition de fin de vie des hommes. Dans le monde que j'imagine, les hommes et femmes d'élevage, ils ont leur espérance de vie écourtée comme les animaux dans notre monde, donc ils meurent adolescents, grosso modo, quand ils ont atteint leur poids maximal, disons 13 ans, 14 ans. Mais les autres hommes vivent plus longtemps, plutôt jusqu'à 60. Il y a une euthanasie à 60, parce qu'au-delà, on considère que leur productivité diminue, et que comme c'est quand même des animaux assez polluants, les homo sapiens, autant... en finir et puis tranquillement, voilà, les enlever de la biomasse, parce que il y a des problèmes de biomasse assez fréquents. Et donc il y a un débat au Parlement là-dessus, puisque mon personnage se dit, est-ce qu'on pourrait pas quand même envisager que on les laisse vivre jusqu'à 70 ans, quitte à ce qu'ils travaillent 50 plus, et qu'ensuite ils aient 50 quelque chose qu'on pourrait appeler éventuellement une retraite, mais qui financeraient eux-mêmes avec le peu qu'ils ont pu épargner au cours de leur vie, etc. Quand je fais ce débat, j'entre dans une arène qui est l'arène parlementaire. Elle m'intéresse à divers titres. Il y en a un qui est biographique, c'est que mes parents ont travaillé une bonne partie de leur carrière à l'Assemblée nationale, donc dans l'administration, pas en politique, mais du coup je connais un peu les coulisses de ce que c'est qu'un parlement. Et il y en a un autre qui est que la notion d'un parlement incluant les non-humains est un truc qui monte en puissance en ce moment. Je vais y revenir à ça juste après. Mais pour vous dire un petit peu comment se passe le débat, j'essaie de donner les arguments qu'a préparé Maloclès, mon narrateur, et son co-rapporteur. Mais je vais aussi aller chercher les arguments des opposants. Et je vais essayer d'aller chercher avec honnêteté. Donc ça, c'est ce que j'appelle le pluralisme, c'est-à-dire aller chercher le point de vue de l'autre qui ne pense pas comme nous, décerner sa légitimité, lui trouver le plus de raisons possibles avant éventuellement de marquer son désaccord avec lui, mais à partir de quel moment de bascule on ne peut plus suivre les gens avec qui on n'est pas d'accord. En ce sens, il me semble que la littérature ou la fiction en général, et peut-être les sciences humaines, dans leur pensée complexe, sont l'inverse de la politique politicienne telle qu'on y assiste, qui consiste à dire que votre adversaire politique est une catastrophe, que si un jour il arrive au pouvoir, les colonnes de la société vont s'effondrer et que ce sera vraiment le chaos absolu, et que jamais de sa vie il n'a eu une bonne idée. En tout cas, à l'échelle nationale et dans les médias, c'est comme ça qu'apparaît quand même largement le débat politique. C'est rare qu'on donne raison à l'autre ou qu'on cherche à distinguer des grands points communs. Donc il y a une opposante qui s'appelle Martha Vaquet au projet de mon narrateur, et elle argumente, et j'essaye d'argumenter le mieux possible, comme si dans une partie d'échecs j'adoptais à un moment donné le point de vue des Blancs après avoir joué le Noir. Voilà, et dire on a un problème de surpopulation, on a instauré une loi de l'enfant unique pour nous-mêmes, nouvelle espèce dominante, donc est-ce qu'on peut vraiment décemment laisser les hommes qui, en plus, à partir de 60 ans, deviennent malades, donc ils souffrent, donc est-ce que finalement, c'est pas tout simplement leur faire vivre une vie où ils n'auront pas connu la souffrance
De même que les animaux domestiques sont censés moins souffrir que dans le monde sauvage, que d'en finir... Oui, je sais, non, mais je sais que tu n'es pas d'accord avec ça, c'est bien pour ça que je te lance là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une manière plus simple de gérer les choses? Sur cette idée juste du Parlement incluant des non-humains, c'est un truc qu'a pas mal lancé Bruno Latour. Donc, Philippe Descola a été cité, il fonctionne un petit peu en binôme, si je puis dire. Moi, je n'avais pas lu Descola lorsque j'ai écrit Des Fêtes des maîtres possesseurs, mais j'avais lu Nous n'avons jamais été modernes de Bruno Latour. Et une idée assez forte qu'il développe dans ce livre, même si ces conditions d'expérimentation concrète sont parfois difficiles à décider, à déterminer, c'est qu'on a des représentants des hommes, mais il nous faudrait aussi des représentants des choses. Et les choses, ça va du silicone qu'on met dans nos ordinateurs à des vivants non humains, etc. Ça peut donner lieu à des expérimentations intéressantes. Moi, récemment, j'ai organisé un atelier dans la fac où je travaille, Paris 8, où on a pris le problème de la disparition des insectes et des oiseaux, et où il y avait des gens qui allaient essayer de représenter, sans prétendre être les abeilles, mais de le point de vue des abeilles, et des abeilles domestiques n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que les abeilles sauvages. L'espèce invasive, le frelon asiatique, a aussi le droit de vivre, de son point de vue. La FNSEA et le ministère de l'Agriculture peuvent s'absenter un peu en coulisses pour bidouiller quelque chose, puis revenir en plénière. Et il y a quelqu'un qui, avec gourmandise, décide de jouer Bayer Monsanto parce que c'est toujours un beau rôle que les rôles de méchants. Ce qui ne veut pas dire que cette personne va réussir à susciter beaucoup d'empathie, mais si au moins elle vous rappelle que Monsanto s'est créé sur la production de saccharine pour une petite marque de soda qui s'appelait Coca-Cola, ou qu'ensuite ils ont été un grand fabricant d'aspirine, eh ben, peut-être que le monstre contemporain se teinte de nuances un peu différentes. Voilà. Donc toutes ces expérimentations mettant en scène le pluralisme social, le pluralisme des points de vue, sont des choses qui, je trouve, nous permettent de sentir notre intelligence vibrer un peu plus et éventuellement aussi d'avoir des lumières sur la manière dont on peut résoudre des problèmes politiques. La grimace, non. J'ai hoché la tête. Oui. Alors, pardonnez-moi, en fait, le point sur lequel je voudrais le plus réagir, c'est plutôt autre chose. Donc, dans la seconde partie de son discours, du discours de Vincent, c'est la question du rapport entre le pluralisme et la politisation. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. On en discutait un peu avec Vincent. Si vous voulez, dans une première approche, on pourrait avoir le sentiment que si on valorise la finesse de la description, la circulation parmi les points de vue des différents camps en présence, en fait, on produit de la dépolitisation, parce qu'à la fin, si vous êtes attaché à tout le monde, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez pas trancher, vous ne pouvez pas choisir. Et en fait, de l'intérieur, il me semble que c'est l'inverse qui a lieu. Mais ça implique une autre conception du politique, et de ce que c'est que l'action politique. Alors, moi, je ne vais pas du tout vous faire une théorie du politique, j'en ai aucune idée de ce que c'est que le politique. Mais vous savez qu'il y a 1000 sens et il y a 1000 possibilités d'action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément dans cette expérience diplomatique dont je vous parlais tout à l'heure, à Canovis, c'est que j'ai eu le sentiment, pour moi-même, et lorsque j'ai croisé des gens qui ont fait des expériences de cet ordre, donc qui sont allés sur le terrain, qui bossaient avec les bergers alors qu'ils étaient a priori ou pro-loup ou anti-loup, c'est qu'en fait, ils reviennent troublés quant à juger moralement, ils n'arrivent plus à juger moralement, mais à mon sens, ils deviennent beaucoup plus affûtés, beaucoup plus mûrs politiquement. Et pourquoi ils deviennent plus affûtés et plus mûrs politiquement? Parce que tout simplement, il n'y a plus d'ennemis anonymes, acéphales, à la taille du système. C'est pas les exploitants qui sont des criminels parce qu'ils tuent les brebis, ou c'est pas la faune sauvage qui est en train de submerger la civilisation. Ils ont accès aux leviers précis par lesquels les problèmes se posent. Ils ont accès au moment où les politiques publiques ont flanché. Ils ont accès aux rouages économiques qui font la différence. Et ça permet de profiler l'énergie militante pour dire non, mais le problème, c'est pas de stigmatiser les bergers ou les éleveurs, on s'en fiche, c'est absurde ça. Le problème, c'est d'aller pointer à quel moment le tir, qui était un outil de protection des troupeaux dans les premiers protocoles de gestion, est devenu un tir de régulation qui a pour vocation de tuer les brebis et de lutter contre ça. C'est de dire, si vous faites de l'ethnographie du pastoralisme en Europe, vous vous rendez compte que à chaque fois que le pastoralisme ovin
n'est pas dans une situation économiquement sinistrée et qu'il y a des loups, et ben les éleveurs disent mais le loup c'est pas grave. Le loup c'est quelques pourcents de la mortalité naturelle des brebis avec les orages, les dérochages, les chiens sauvages. Parfois c'est 1%. Par exemple c'est autour de 1 ou quelques pourcents. Donc quand on est dans une situation économique sinistrée, c'est sûr que ça fait déborder le vase. Mais partout autour, c'est possible de cohabiter. Alors la question devient, mais pourquoi le pastoralisme ovin est-il dans une situation économique sinistrée ? Ben, la réponse, c'est la PAC, c'est la libéralisation de la viande d'agneau, c'est le fait que l'agneau que vous achetez, il vient de Wellington, en Nouvelle-Zélande, ou il vient d'Angleterre. Et ça, c'est pour des raisons économiques qui vous ciblent d'autres rouages sur lesquels travailler, où on ne peut plus poser le problème en termes de jugement moral. Donc moi, je suis fasciné par cette idée. Elle est un peu fragile, hein. Je le sens, mais je veux travailler dessus, que le pluralisme dont parle Vincent, c'est pas du tout une sorte d'empathie bisounours généralisée. C'est au contraire un dispositif de profilage de l'action politique. Et pour moi, ça s'articule à cette phrase que j'adore, analyse concrète des situations concrètes. Dès l'instant où vous rentrez dans l'imbroglio écologique, les marges de manœuvre émergent parce que vous n'êtes plus à l'échelle des grandes abstractions. Et parfois, ça implique de la lutte massive. Bon, maintenant, je travaille sur des questions un peu d'un autre ordre, et notamment sur les rapports entre les pollinisateurs, les abeilles. Et là, si vous voulez, c'est plus un problème de diplomatie. Là, il y a vraiment des ennemis. Et par exemple, moi, je serais plus sceptique que toi quant à rendre plus nuancé Bayer-Monsanto. Enfin, en tout cas, parce que là, il y a des enjeux, justement, où on sait... Il y a des ennemis qui ont quand même sont quand même presque... Il y a des ennemis réels qui ont l'air d'avoir été inventés par des romanciers de génie, parce que précisément, ils sont plus vrais que nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Vincent, sur cet affûtage politique ? C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on est pluraliste qu'on n'a pas une pensée claire et qu'on ne sait pas dans quel camp on se situe. Oui, je rejoins ça. C'est vrai que c'est fragile, c'est pas évident de dire qu'est-ce qui exactement dans le pluralisme permet de trancher. Mais il me semble quand même que c'est tout simplement parce qu'on a une analyse en profondeur des situations, donc on pourrait même renverser les choses et dire c'est la condition de la décision politique. Parce que c'est la mise à plat des intérêts, des territoires, des affects sur la table avant de décider dans quel sens on peut trancher. Et ça rejoint du coup un petit peu cette idée de la négociation dont parle Baptiste. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un si vous n'avez pas commencé par essayer de comprendre son point de vue, son histoire, si vous ne l'avez pas laissé vous raconter d'une manière ou d'une autre à quoi il tient exactement dans le débat. Et les diplomates le savent très bien, qui ont différents degrés de cartographier les dissensus, we agree to disagree sur tel et tel point, et puis ensuite la question des lignes rouges. Donc ça, on sait qu'on y tient tellement qu'on jamais on ne bougera de position sur tel point. Et puis à l'inverse, ce qui est ouvert, et ensuite on sait que ça se pèse mot par mot, parfois jusqu'à l'absurde. Mais donc la plupart des créateurs de fiction essayent d'être comme ça dans une forme d'équité du jugement à minima. Il y a une doxa en littérature, vous trouverez ça dans tous les articles de critique littéraire. Il y a un truc qui est bien, c'est ne pas juger. Ne pas juger, c'est bien. Alors parfois c'est très compliqué. C'est parce qu'il manque de place souvent pour entrer dans ce que ça veut dire. Mais justement, moi, dans l'essai que Sophie vous avez cité, Romancier pluraliste, j'ai essayé de faire un sort à cette expression. Ça veut dire quoi, ne pas juger ? On sait bien qu'on ne demande pas forcément aux créateurs de fiction de ne pas juger du tout. C'est-à-dire que si je faisais un roman sur les abeilles et Monsanto, où à la fin je disais, franchement, c'est un peu kiff-kiff, chacun son point de vue, Monsanto, c'est vrai qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, et les abeilles, elles ont besoin de vivre. Vous seriez furieux. On demande, ça voudrait dire qu'on demanderait aux créateurs de fiction d'être dans le domaine de la fiction exactement inverse à ce qu'on lui demande dans la vie réelle, c'est-à-dire une sorte de gentil irresponsable qui nivelle tout. Donc c'est pas ça. Quand on dit ne pas juger, c'est clairement plutôt de l'ordre de instruire à charge et à décharge, respecter les droits d'une éventuelle défense, ne pas prononcer de jugement hâtif, ne pas laisser beaucoup de place aux récipiendaires, aux lecteurs, aux spectateurs pour formuler son propre jugement,
pour des questions d'efficacité. C'est presque cognitif. Je n'ai pas les outils de sciences cognitives pour pointer ça plus précisément, mais on le sait tous qu'on s'approprie beaucoup. Quand on s'approprie une information, on la retient beaucoup mieux. Quand on a été poussé comme ça à créer sa propre analyse d'une situation, elle est beaucoup plus puissante que si on la reçoit de quelqu'un d'autre. Ça rejoint des trucs assez nietzschéens. Ça, on n'aime pas qu'on nous donne du tout fait, ni en termes de morale, ni en termes de valeurs, etc. Et donc, le ne pas juger, il est vraiment de cet ordre-là. C'est laisser respirer, laisser de la place, laisser du temps aussi, laisser du temps à chacun pour exister dans la profondeur de l'expérience, donc chaque personnage, chaque point de vue, laisser du temps au lecteur pour se dire on n'est pas en train de me dire ce que je dois penser, mais je tisse, je m'inscris dans, je noue ces liens affectifs dont parlait Baptiste tout à l'heure, avec de la manière dont je le souhaite et au rythme auquel je le souhaite. Cette notion de diplomatie qui est extrêmement efficace, même si absolument non spectaculaire, hein, il y a une citation de Kissinger en exergue du livre qui dit à peu près ça. Elle peut s'appliquer aux relations entre les humains et les non-humains, mais elle peut aussi s'appliquer aux relations inter-animaux. Hein. Il y a des animaux diplomates qui sont des sortes d'intercesseurs, en fait. Oui, absolument. En fait, non, pardonnez-moi. En fait, ce qui m'intéresse dans cette histoire de diplomatie, c'est on hérite de l'idée que, par exemple, les États sont des camps opposés qui ont des intérêts propres. Et bon, il faut quand même qu'ils cohabitent parce qu'ils ont des frontières communes. Et donc, on va mettre quelqu'un au milieu, on appelle ça un diplomate. Et en fait, il doit défendre les intérêts de son camp en négociant avec le camp d'en face. En fait, cette conception de la diplomatie, moi, ne m'intéresse pas. C'est pas du tout ça la métaphore fondatrice dans mon travail. Moi, la métaphore fondatrice de mon travail, c'est ce qu'on appelle les truchements dans l'histoire de la découverte du Nouveau Monde. C'est des jeunes blancs qui sont emmenés par Champlain en bateau au Canada et qui vont aller passer l'hiver, des jeunes Français souvent au 17e, 18e siècle, qui vont aller passer l'hiver dans les tribus amérindiennes qui sont rencontrées et qui vont apprendre la langue et qui vont se retrouver des hybrides venant de France mais vivant avec les Indiens, et ils vont jouer un rôle d'intercesseur avec les Français. Alors vous allez me dire, ah mais c'est du colonialisme. Alors je vous renvoie au grand texte de Richard White qui s'appelle The Middle Ground, qui montre magnifiquement que bien évidemment, l'arrivée des Occidentaux, des Français, des Européens aux Amériques a été un génocide et politiquement une monstruosité totale. Mais si vous faites l'histoire fine du phénomène, il y a des phases qui sont souvent courtes. Là, c'est en l'occurrence, je crois que c'est 1760-1815, et spécifiquement dans la région des Grands Lacs en Amérique, où les Français, les colons, étaient plus fragiles, plus vulnérables que les populations autochtones avec lesquelles ils étaient en contact. Et cette situation de vulnérabilité mutuelle a induit des relations diplomatiques entre des peuples qui, et ça c'est central, qui n'étaient pas régis par un même État, qui n'étaient pas régis par un même droit, il n'y avait pas un droit commun. Donc ils ne pouvaient pas faire appel au droit pour régir leurs interactions. Et puis des formes de vie, des peuples qui ne se considéraient pas les uns les autres comme des humains. Ça, c'est pas du tout anodin. Les Blancs pensaient que les Amérindiens n'étaient pas vraiment des humains, mais plutôt des animaux. Et les Amérindiens pensaient que les Blancs, on ne savait pas trop ce que c'était, mais bon, c'était pas la même espèce, si vous voulez. Et ce qui me fascine, c'est ce type de relation-là. Parce qu'il me semble que ce qu'elle rend visible, c'est qu'on a massivement occulté les possibilités de négociation et de communication avec d'autres formes de vie que la nôtre, en érigeant l'humain en la seule espèce capable de négociation. Et en fait, dans le vivant, il y a de la négociation partout. Lorsque vous vous intéressez vraiment à l'écologie scientifique, vous voyez partout de la négociation. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'intentionnalité, ça ne veut pas dire que c'est planifié. Les loups n'ont pas envie de signer de contrat avec vous, et ils ne savent pas ce que c'est un contrat, ils s'en fichent complètement. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la possibilité de communiquer, d'envoyer des informations. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, enfin, c'était établi depuis longtemps, mais maintenant c'est médiatisé que jusqu'aux arbres communiquent, et ils communiquent avec des champignons. Donc, si les arbres communiquent avec des champignons, est-ce que c'est vraiment inconcevable de communiquer avec les autres formes de vie? Ça ne me semble pas si loufoque que ça à la fin. Et alors, pardonne-moi, pour répondre à ta question, ce qui est intéressant, c'est que souvent, pour communiquer avec d'autres formes de vie, c'est intéressant de s'allier
avec une troisième forme de vie. Il y a un exemple que je trouve très beau, c'est un cas de diplomatie. Parce que je ne prétends pas avoir inventé l'idée de la diplomatie. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont toujours été diplomates avec le monde vivant, qui ont compris qu'ils n'étaient pas maîtres et possesseurs, mais qu'ils étaient voués à négocier, à communiquer et à trouver des modus vivendi. Mais qu'en fait, on ne leur avait pas vraiment donné de nom. Donc moi, j'ai juste essayé de leur donner un nom et d'inventer une sorte de famille d'attitudes à cet égard. Et il y a eu une diplomate, notamment une femme assez extraordinaire, qui s'appelle Lucy King, qui travaillait en biologie de la conservation des éléphants autour du lac Turkana. Et autour du lac Turkana, les néo-agriculteurs faisaient grossir les terres cultivées. Et les éléphants qui vivaient là auparavant écrasaient les récoltes. Donc les braconniers sont venus, il y a eu des conflits entre éléphants et humains. Et elle était là au début pour protéger les éléphants. Mais en fait, elle s'est rendue compte très vite qu'elle ne pouvait pas protéger les éléphants au détriment des humains. C'était inhumain. Et donc elle a été poussée, c'est ça qui m'intéresse, elle a été poussée par la situation elle-même jusqu'au point de vue des interdépendances. Elle a été poussée dans une situation où elle ne pouvait plus voir la situation que du point de vue des relations en présence. Par ailleurs, elle connaît très bien les éléphants, et donc elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux envoyer un message à un éléphant ? L'éléphant d'Afrique, c'est un animal qui est assez difficile à contraindre. Ils ont commencé à essayer de construire d'immenses clôtures qui faisaient 4 mètres de haut. Les éléphants les cassaient, ils ont essayé d'en construire des plus hautes. Alors pendant le matin, les ouvriers plantaient des grands poteaux. Ensuite, ils allaient faire la sieste aux heures chaudes de la journée, et les éléphants qui les avaient observés toute la matinée depuis la lisière de forêt sortaient de la forêt, enroulaient la trompe autour des poteaux, les sortaient et les déposaient délicatement à côté du trou, puis ils repartaient dans la forêt. Elle s'est dit, ça marche pas cette affaire, en plus c'est ruineux, on peut pas du tout payer des clôtures comme ça. Et donc son idée géniale, c'est de dire, qu'est-ce qui fait peur à un éléphant de son point de vue ? Qu'est-ce qui est susceptible de lui envoyer un message panneau, stop, ici, il vaut mieux pas que tu passes. Et en fait, elle s'est rendue compte que, en changeant de point de vue, il y a un animal qui est pour nous un insecte bucolique et charmant, c'est l'abeille mellifère africaine, et c'est un animal qui terrifie les éléphants. Les éléphants n'ont peur que d'une seule chose, c'est des abeilles mellifères africaines. Alors d'ailleurs, c'est pas tous les éléphants, la vie est compliquée. Et donc son idée, c'est de proposer aux villageois de lac Turkana de créer des clôtures qui sont vides en fait. C'est-à-dire que c'est juste des ruches tous les 50 mètres. Et donc c'est des clôtures informationnelles. Physiquement, tout le monde peut passer, les éléphants peuvent passer. Mais en fait, les éléphants sont effrayés par ça. Et donc, ils vont reconstituer leur route de migration en s'écartant des champs. Et ça a fait baisser de manière massive le braconnage. Par ailleurs, les éléphants vivent dans des zones où ce n'était pas trop critique pour eux de ne pas traverser les champs. Ils traversaient les champs parce qu'ils ne voyaient pas le problème. Donc ils n'ont pas pâti de cette technique. Donc voilà, là on va faire alliance avec une abeille pour envoyer un message à un éléphant, parce que c'est pas toujours évident de parler éléphant. Mais jusqu'à quel point, pour revenir sur une question que tu posais, Vincent, tout à l'heure, jusqu'à quel point pouvons-nous interagir avec ces non-humains ? Est-ce qu'à un moment, on ne se heurte pas à une butée ? Alors, on parlait hier avec Philippe Descola et Alessandro Pignocchi de la relation sujet à sujet et non plus sujet à objet, mais est-ce qu'à un moment, on ne bute pas, nous pauvres humains, sur quelque chose ? Oui, il est certain qu'on va buter. Mais en fait, ce n'est pas du tout le problème. Parce que le problème, c'est qu'on hérite d'une conception du monde dans laquelle on a postulé qu'on pourrait interagir entre humains de manière sociale, conventionnelle, par la parole. Mais par contre, avec le reste du monde, on ne pourrait pas. Donc l'acte politique dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'ouvrir le second espace. Et bien évidemment, quand il va falloir négocier avec des bactéries, on va probablement se rendre compte qu'à certains égards, les marges de manœuvre sont un peu limitées, ou qu'elles sont têtues, ou que parfois, c'est pas possible. Mais il ne faut pas postuler a priori quelles sont les limites de communication et quelles sont les limites de la marge de manœuvre. Parce que moi, je suis persuadé qu'en fait, leurs compétences de négociation ne sont pas humaines, encore une fois, c'est pas du tout. Il ne s'agit pas d'être anthropomorphe et de dire qu'elles pensent comme nous, c'est pas vrai, elles ne pensent pas comme nous. Mais il s'agit de dire qu'on a massivement occulté la gamme de relations très riches qu'on pouvait entretenir avec eux, dès lors qu'on considère que c'est des êtres avec qui il est possible de rentrer en interaction négociée, et pas simplement de la matière régie par de la causalité mécanique. Je crois qu'on a 10 fois plus de bactéries dans le corps que de cellules en plus. Donc on est aussi des bactéries. Les interdépendances, elles commencent dans notre corps. On ne serait pas là sans les bactéries.
Et peut-être sur la question de la connaissance, moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça que je suis dans cet effort, qui n'est pas évident, parce que c'est pas évident de raconter des histoires impliquant le vivant. À partir du moment où j'évoquais cette idée que la fiction littéraire, c'est beaucoup des points de vue situés, des points de vue incarnés. Donc c'est beaucoup plus facile d'incarner des humains que des non-humains. Si malgré tout, j'ai l'intention de prolonger cet effort initié dans des fêtes des maîtres et possesseurs, c'est parce que je suis frappé de la nocivité de l'écart qui s'est développé entre les deux cultures, entre les sciences naturelles, les sciences humaines et les narrations. Or, historiquement, ça n'a pas toujours été séparé. C'est quand même une séparation très récente. Je veux dire, moi, je m'intéresse assez souvent à des créateurs qui sont là avant que les choses ne se séparent. J'ai été fasciné par Poe, parce que Poe est là avant que le roman policier, la science-fiction, le fantastique et d'autres genres encore ne se séparent. Au XVIIIe, les gens sont encore à la fois, parfois, des scientifiques et des littéraires. Voilà, Goethe a été un assez bon scientifique. Alors c'est aussi à cause d'une hyper-spécialisation, d'une hyper-technicité aujourd'hui des sciences. On en parlait ce matin avec Jean-Pierre Luminet. C'est la prolifération le volume du savoir augmente. Néanmoins, du coup, ça pose la question de l'inculturation. À quelle vitesse on peut inculturer un savoir scientifique ? Et évidemment, c'est une question très compliquée. C'est-à-dire qu'on a à peu près compris que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, etc. Mais je peux lire 3 livres sur les trous noirs sans réussir ensuite à restituer dans une conversation ce que c'est exactement qu'un trou noir. Même en ayant affaire à des gens extrêmement pédagogues, je pense à Aurélien Barraud par exemple, qui bosse sur ces questions et qui fait un vrai effort de diffusion des savoirs. Mais néanmoins, cette inculture-là, elle est extrêmement profonde, il ne faut pas du tout la minimiser. C'est-à-dire que quand on a affaire par exemple à un problème majeur comme celui de l'effondrement du vivant, il faut commencer par faire le compte de nos ignorances. On ne sait pas combien il y a d'espèces vivantes sur Terre, vous et moi. Récemment, il y a eu un rapport d'une institution qui s'appelle l'IPBES qui a estimé ça à 8 millions d'espèces vivantes, dont 1 million seraient menacées dans les décennies à venir. Alors déjà, ça fixe un tout petit peu les choses, mais encore faut-il retenir le chiffre et réussir à en faire quelque chose avec un entendement pour lequel 8 millions, c'est pas un chiffre facile à manier. Je reprends l'exemple des insectes et des oiseaux. On peut poser ça comme des familles du vivant, etc. Personne ne connaît, à part les biologistes, la classification phylogénétique du vivant. Mais donc avoir en tête que les insectes sont là depuis 400 millions d'années à peu près, et que pendant 150 millions d'années, ils ont été les seuls à maîtriser le vol, on pense à peu près savoir ça. Alors que les oiseaux descendraient a priori de certains petits dinosaures à plumes, et donc sont plutôt des créatures qui ont 50 millions d'années, 60 millions d'années. C'est pareil, c'est difficile de manier ces temporalités. Or, les temporalités en écologie, elles sont décisives. Elles sont décisives et elles sont très compliquées à articuler avec nos temporalités humaines. Quand je parle de ça, j'utilise parfois un truc qui est assez connu, qui s'appelle le calendrier cosmique de Carl Sagan, qui est un astronome, également romancier d'ailleurs, et qui rapporte l'histoire de l'univers à une année civile. Donc on est là, on s'apprête à sabrer le champagne le 31 décembre à minuit, et le Big Bang, c'était le 1er janvier dernier à minuit. Et dans ce cadre-là, évidemment, j'ai perdu exactement les dates, mais grosso modo, la vie arrive peut-être en septembre, et nous, on est là depuis le 29 décembre, ou 31 décembre peut-être, et l'industrialisation, c'était il y a exactement 20 secondes, donc dans l'année cosmique, et une vie humaine, c'est un battement de cils dans l'année cosmique. On dure ça. Donc évidemment, toute tentative de sciences humaines, littéraire, politique, qui nous permettrait de négocier avec plusieurs temporalités, c'est-à-dire de reposer les choses, temporalité géologique, temporalité de l'évolution, temporalité de l'histoire humaine longue, et c'est un des aspects sur lesquels j'aimerais bien entendre Baptiste, parce que c'est fascinant dans son travail que le début, c'est pas l'invention de l'écriture, c'est pas la Genèse, c'est pas tu domineras des trucs qui sont importants dans la maîtrise et la possession, puisque ça vient aussi du judéo-christianisme et donc du néolithique. Tu domineras sur les bêtes qui rampent sur la terre, sur les oiseaux qui volent dans les cieux, sur les poissons qui nagent dans les mers. Là, on est déjà très très tard en fait dans l'histoire.
Depuis combien de temps on mange de la viande aussi Voilà, ce tout genre à de fait. questions. Oui. Tout à fait. Et donc, dans des fictions qui sont des expériences temporelles, c'est fondamentalement une expérience temporelle. Une fiction, c'est passer un certain temps sous une certaine peau, dans une certaine tête, dans un certain point de vue, dont on a vu qu'il peut être multiple. Essayer d'une manière ou d'une autre de prendre en compte des temporalités multiples et articulées les unes aux autres, ça c'est un effort difficile mais qui me paraît essentiel et fascinant. Sur cette question de la temporalité Oui, ça c'est vraiment majeur comme problème. Et c'est très difficile, comme dit Vincent, et je pense d'autant plus dans son art que dans le mien, parce que dans la fiction, on est quand même habitué à suivre des personnages qui sont des individus humains ou des familles ou des dynasties. C'est très difficile de faire justice à ce qui se passe à l'échelle de 1 million d'années, 10 millions d'années, ou même 100 000 ans, même quelques siècles. Et moi, ça m'anime beaucoup, parce que moi, je viens d'une conception du vivant dans laquelle l'évolution est centrale, et donc cette mémoire du vivant, cette mémoire de 3,8 milliards d'années qui est présente dans chacun de nos organismes, chacun de nos corps ici présents, et qui est accessible, pour moi c'est un problème central. C'est même en vérité le fin mot de mon rapport au vivant, c'est la sédimentation de cette mémoire dans chacun de nos corps qui est à l'origine de nos puissances, de nos marges de manœuvre, et de ce qui est d'ailleurs intéressant dans l'existence. Mais c'est pas de ça que je veux parler parce que c'est beaucoup trop technique. Je veux parler d'autre chose qui revient encore à cette question de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est des leviers politiques. Il y a 1000 manières de faire de la politique, militer, participer à Extinction Rebellion, faire de l'entrisme dans les institutions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée des petits leviers. Et justement, ce qui est fascinant, c'est pour parler de ce tissage, cette négociation de temporalité. Je travaille actuellement sur un projet, enfin c'est pas moi qui travaille, je fais de la recherche sur un projet défendu par des associations, notamment l'ASPAS, que je trouve extrêmement intéressant. Et ce projet, en fait, c'est des gens qui sont des naturalistes de terrain, qui aiment les forêts et qui veulent contribuer à construire les forêts anciennes, les forêts primaires, si vous voulez. On va dire les forêts anciennes, c'est plus juste, de demain. Et leur idée, c'est qu'il faut protéger une forêt. Mais pour protéger quelque chose, il faut le protéger de son point de vue. Ça, c'est la deuxième intuition. Le problème, c'est que le point de vue d'une forêt, il se fait à l'échelle des siècles. En dessous de 3 siècles, vous n'avez pas une forêt ancienne. Et vous n'avez pas les effets de la forêt ancienne, vous n'avez pas les effets des stades avancés des arbres, vous n'avez pas les fonctionnalités écologiques. 3 siècles. Alors, dans un monde dans lequel les ampoules électriques sont faites pour durer 6 mois, et dans lequel les politiques publiques sont pensées pour durer... 6 mois, non, 6 ans. Comment vous faites pour protéger quelque chose à l'échelle des siècles? Et donc là, ils cherchent autour d'eux des outils en présence et ils trouvent, c'est fascinant, ils disent, en Occident libéral, dans notre monde, le truc qui ressemble le plus à l'éternité, c'est le droit de propriété privée. Droit de propriété privée, sous la forme de l'article 544 du Code civil, et c'est un droit qui est très puissant et qui est très solide, qui a été inventé pour sécuriser le fait qu'un exploitant, lorsqu'il est propriétaire, il peut faire beaucoup de choses, il peut faire à peu près, pas ce qu'il veut, mais il peut faire beaucoup de choses sur ce terrain, et il peut le faire longtemps, précisément parce que notre droit a été ciselé par les exploitants. Et donc leur idée, c'est de dire, on va s'emparer de cet outil, on va le subvertir, on va le détourner, on va devenir propriétaire foncier d'une forêt, simplement, plutôt que de s'en octroyer la jouissance, on va restituer cette jouissance aux habitants du lieu, à la forêt elle-même. Et pour essayer de faire durer une protection et pour essayer de laisser ces forêts s'épanouir. Alors les humains ont le droit de rentrer, ils sont les bienvenus. Simplement, il faut laisser la tronçonneuse et le fusil à l'entrée. C'est la seule règle du jeu. Mais pour autant, c'est pas une opposition à nouveau entre humains et forêts, protéger la nature contre les humains, parce que ce sont des espaces de régénération qui ruissellent de vie. Si vous les laissez s'épanouir, ils vont ruisseler de vie dans tout le territoire autour. Donc c'est quelque chose comme un bien commun, ces endroits. Mais le commun est multi-espèces. C'est un bien aussi bien pour la forêt que pour les humains. Et donc voilà, là il y a un tissage intriguant. Comment est-ce qu'on invente des leviers d'action écologique concrets, effectifs, qui sont capables de tisser des temporalités? Quels sont les outils juridiques pour travailler à l'échelle des siècles? Voilà, ça c'est des questions que je trouve assez fascinantes. Le projet, si ça vous intéresse, s'appelle Vercors Vie Sauvage. Vous allez voir ça sur Internet. C'est défendu par l'ASPAS. Je crois qu'on est arrivé à l'heure de vos questions dans le public. Il y a un micro qui circule. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour vos interventions.
Alors c'est peut-être un tout petit peu à côté de ce que... Mais vous l'avez évoqué quand même, et ça m'intéresse particulièrement. Vous avez évoqué la question du politique. Et cette façon de faire de la politique aujourd'hui, où il s'agit simplement de dire celui qui est dans le camp d'en face, tout ce qu'il fait, c'est mal, il ne faut surtout pas voter pour lui. Et vous avez mis l'hypothèse d'une façon de faire de la politique un peu plus riche, où il s'agirait d'être un peu dans les nuances, dans la complexification des problèmes. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, et je me demandais, alors ça ressemblerait à quoi à un parlement dans lequel on aurait des gens qui chercheraient un petit peu plus à complexifier les choses, ils seraient un tout petit peu plus, je ne trouve pas d'autre mot que gentil avec ses adversaires politiques. Et voilà, j'aimerais vous entendre sur comment, si on tirait des fils, comment ça serait, un truc comme ça ressemblerait à quoi? Peut-être juste pour préciser un petit peu ma pensée là-dessus, je pense qu'il faut distinguer entre la scène, le théâtre et les coulisses. C'est-à-dire que ce que je dis valait plutôt pour la parole publique quand on fait campagne, quand on est dans un débat, dans un média qui ne se prête pas à la pensée complexe, donc un plateau de télévision, une interview dans un journal où on a 5000 signes, etc. Je pense qu'heureusement, pour être moins pessimiste aussi, les politiques savent très bien se concéder des points d'accord et négocier localement, etc. On voit par exemple comment la question du parti compte moins dès qu'on passe à des échelles locales. Où il y a d'autres histoires qui entrent en jeu, qui sont parfois tout aussi tordues. Mais voilà, donc je crois que ces liens, ils existent déjà, ces liens de compréhension, etc. Ils dépendent quand même beaucoup des savoir-être, j'aurais envie de dire, enfin du rapport que les autres ont à l'écoute, à la psychologie. Mais c'est sûr que pour faire de la politique partisane, quand on vient d'un idéal d'écoute des autres et de pensée complexe, c'est pas simple du tout. Alors parfois on s'en revendique très maladroitement. Par exemple, notre président de la République se revendique de la pensée complexe. Mais quand il l'utilise dans des micro-trottoirs où il sait très bien qu'il y a 30 secondes qui vont être gardées, il y a un problème d'adéquation. Enfin, il faut toujours penser en régime hypermédiatique, il faut toujours penser le cadre dans lequel on s'exprime. Il ne faut pas chercher à faire rentrer un rond dans un carré. Et à chaque fois qu'Emmanuel Macron cherche à dire un truc qui, dans sa tête, est complexe sur Philippe Pétain ou sur le rapport entre faire la révolution et finir ses études, mais dans un cadre dont il sait très bien que vont être gardées que 30 secondes, il commet une erreur politique. Il se prend des retours de bâton terrifiants. Alors là où je suis pluraliste, c'est que je pourrais me dire... Il était peut-être honnête dans l'idée d'un raisonnement qu'il voulait développer et qui avait vraiment une visée, faire la part des choses sur, je sais pas quoi, l'histoire de France et la figure du maréchal Pétain, ou entrer dans des débats d'historiens, faire crédit. Il y a un truc qui est en philosophie plutôt analytique, mais bon, qui s'appelle le principe de charité, qui consiste à dire, quand vous entendez un énoncé qui vous paraît révoltant, aberrant ou absurde, vous pouvez commencer par supposer que pour votre interlocuteur, il a un sens. Et essayer de décrypter ce sens avant de dire... c'est n'importe quoi, c'est du délire, etc. Donc voilà, il y a beaucoup des questions d'espace-temps et de situations d'énonciation. Et je pense que si c'est aujourd'hui un métier devenu très difficile quand même, la politique, c'est précisément parce que les situations d'énonciation sont complètement redistribuées. On peut capter médiatiquement un bout de la réalité ici et le projeter auprès d'un public qui n'est absolument pas au courant ni du contexte, ni de qui vous êtes, ni à qui vous parlez. Et en permanence, ces effets de redistribution créent de la catastrophe en termes de communication. Mais ils sont beaucoup... Voilà, donc pour moi, il faut vraiment penser ça avec les médias comme cadre. Oui, juste un mot. Non, 2 mots. Je suis d'accord, moi je partage ta position, parce que là je trouve que tu défends une position qui est très audacieuse, surtout dans la situation de discrédit politique contemporain. Et moi je la partage, notamment quand tu dis faire crédit. Je pense que c'est intéressant de faire crédit à une affirmation d'un propos qui nous semble révoltant, dans la mesure où ça permet d'affûter des objections et des arguments contre, voilà, qui ont un pouvoir de perforation politique supérieure à une vision caricaturale du propos de l'adversaire. Après, un deuxième mot sur la question du Parlement des choses. Moi, je suis assez sceptique à l'idée de Parlement des choses.
Je peux la critiquer en 2 points, et je le fais d'autant plus volontiers que Bruno Latour, qui la défend beaucoup, est un ami, donc c'est quelque chose qui est très clair entre nous. Sceptique au sens, pas au sens, je suis en désaccord. J'aimerais bien, je vais laisser les autres s'en occuper, hein, on a tous du travail, et puis pour voir ce que ça peut donner. Mon scepticisme est double. Le premier point, c'est que on est dans une situation de crise de la représentation entre humains, de démocratie représentative, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de raisonnement assez étrange là, chez Bruno Latour, qui consiste à dire la représentation est en crise, faisons plus de représentation. Je ne suis pas absolument certain que cette expansion de la représentation comme solution au problème de la représentation soit une solution évidente. Et le second point, et ça m'a toujours fasciné chez Bruno Latour, moi, justement, vous avez trouvé le bon mot, mais c'est certainement parce que vous le savez, compliqué. Bruno Latour, il dit la raison pour laquelle on n'arrive pas à résoudre les problèmes politiques, c'est parce qu'on les a trop simplifiés. Il faut mettre plus d'acteurs autour de la table. Là, la négociation échoue. On est 5, parce que la négociation échoue, il y a 5 intérêts différents. Rajoutons 5 intérêts différents de plus. Et là vous verrez. Alors moi, j'ai un scepticisme sincère. Si on regarde la COP21, ça marche pas. Par exemple, voilà. Donc, il y a d'autres choses dans cette affaire. Pour moi, je ne crois pas que cette idée soit ni fausse, ni inintéressante, mais j'aimerais bien la voir fonctionner. Voilà, chacun son travail. Est-ce qu'il nous reste, quelques petites minutes? Oui. Mademoiselle, mademoiselle devant, et puis vous, après, on a le temps. Non, je voulais vous demander si vous pouviez revenir à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure des éléphants et des abeilles, qui était très intéressant, mais m'a semblé un petit peu problématique. Parce que j'ai eu l'impression que dans cette idée d'avoir recours à un tiers, là, ça s'approchait quand même de l'idée d'un gouvernement par la peur, quoi. Parce que là, c'est... J'ai pas très bien saisi si là, l'intérêt, c'était de protéger les éléphants depuis leur point de vue, ou s'il s'agissait de protéger, au contraire, par exemple, une culture qui était devant eux. Mais dans l'histoire, là, d'enlever les poutres, il y avait aussi quelque chose de l'ordre de l'humour à laquelle on peut être sensible. Et du coup, dans cette idée de trouver cette espèce d'arme absolue qui est la gouvernance par la peur, où on n'a même plus besoin de tracer une limite parce qu'elle est tellement efficace qu'on n'a même plus besoin de la matérialiser. Donc, alors non, je suis en désaccord assez profond avec votre interprétation, parce que justement, elle me semble renvoyer à cet anthropomorphisme qui est là, à cet égard, hautement critiquable, c'est-à-dire à aller plaquer des concepts politiques tardifs de la modernité sur les relations entre vivants. La question, c'est, ici, le problème, c'est de moduler le comportement collectif. Il faut moduler du comportement collectif. Eh bien, si vous voulez, analyse concrète des situations concrètes. Allons au lac Turkana, et puis on vous met sur le terrain, et actuellement, le champ des alternatives est relativement simple. Ou vous laissez les éléphants écraser les récoltes, et vous avez de la misère sociale et de la disette. Pas de la famine, mais de la disette. Ou alors, l'autre solution, c'est que vous flinguez les éléphants. Quelqu'un qui arrive à signifier aux éléphants, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas aller leur glisser, leur murmurer à l'oreille, il vaut mieux partir. Quelqu'un qui arrive à leur envoyer un message qui ne produit pas de souffrance, qui ne les blesse pas, qui ne fragilise pas leur population, et qui fait significativement baisser, d'un côté, le braconnage, et de l'autre, la destruction des récoltes, moi j'achète. Après, si on voulait avoir des problèmes de principe moral là-dessus, parce qu'il y a de la peur, moi j'ai l'impression que c'est déplacé. Si on avait trouvé une solution de leur dire gentiment, je serais ravi, mais à ma connaissance, elle n'existe pas. Et pour répondre à votre question sur, justement, dans l'intérêt de qui, c'est ça, ma réponse, c'était toujours la même, c'est dans l'intérêt de la relation. C'est ça qu'il faut arriver à imaginer. On hérite d'une culture dans laquelle on croit toujours, du fait du dualisme entre nature et humain, que ce qu'on fait pour la nature, ce sera contre les humains, et ce qu'on fait pour les humains, ce sera contre la nature. Mais cette plateforme de philosophie morale est absurde. Il y a toute une série de situations dans lesquelles les intérêts sont tellement tissés que travailler au bénéfice de la relation se fait au bénéfice des termes. Voilà, se fait au bénéfice de tous les camps présents. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, il faut de la conflictualité pure. Il faut aller au conflit, il faut aller au combat. Mais il y a des situations dans lesquelles, lorsqu'on est pris dans des relations constitutives avec des bactéries,
l'usage massif des antibiotiques, c'est complètement absurde. Il faut arriver à imaginer des relations avec nos propres bactéries qui assument le fait qu'on est pris avec elles dans des relations constitutives. Et c'est ça que ça veut dire travailler pour la relation. Monsieur. Oui, une question assez simple et personnelle pour chacun de vous deux. L'idée, c'est merci à vous de rendre visible quelque chose qui est fondamental en écologie, à savoir les interactions, chacun à votre manière. Ce que vous restituez, c'est des interactions et c'est vraiment le fondement de l'écologie scientifique. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'un littéraire ou un philosophe, dans sa vie, en vient à s'intéresser à ces interactions-là. Qu'est-ce qui fait un parcours d'un littéraire ou d'un philosophe qui le fait glisser vers des interactions entre humains et non humains? Alors vous avez déjà un peu répondu quand même. Oui, mais ça permet de développer un petit peu. Moi, j'ai vécu la spécialisation comme une mutilation, globalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on demande de choisir. Qu'est-ce qu'on laisse de côté comme champ de la pensée? Qu'est-ce qu'on laisse de côté comme compétence? Et c'est presque métaphysique, hein, c'est-à-dire c'est l'espèce de rétrécissement qui fait que quand on est, toutes les vies ont l'air possibles et que plus on avance, plus on a fait des choix et plus il est coûteux de changer de métier, de ville, de compétences, etc. Donc évidemment que les années passant, on se spécialise et que ce serait grotesque de prétendre parler de champs qu'on ne connaît absolument pas alors que d'autres sont bien plus compétents. Et voilà, il y a un effort de... Il faut savoir reconnaître ses limites, je pense que c'est plutôt sain. Mais néanmoins, étant donné tout le mal que fait au savoir et au vivant l'hyperspécialisation et l'excloisonnement, il me semble qu'essayer de se tenir à des frontières, même maladroitement, et de faire des transferts de concepts, et d'essayer de voir comment on peut relocaliser un concept qui vient d'une autre discipline, est plus intéressant que de rester dans son précaré. En plus, ma discipline universitairement, c'est la littérature comparée, ce qui est une manière de ne pas choisir, déjà, de dire je n'ai pas décidé à 18 ans que seules les œuvres écrites en français m'intéresseraient ad vitam. Il est possible que ailleurs se produisent à un moment donné des œuvres littéraires intéressantes et que peut-être ce soit plutôt sur les circulations et les traductions qu'il faille insister. Mais ce qui est terrifiant, c'est que c'est une petite discipline qui est née tardivement et qui reste minoritaire par rapport au découpage nationaliste des littératures. C'est-à-dire que quand on étudie la philo, Baptiste a fait des études de philo, il a eu droit à Platon et à Heidegger. Et quand on étudie la littérature, il faut choisir entre Rabelais et Kafka. Voilà. C'est absurde. C'est absurde. Donc, je suis assez attentif à ça, aux mutilations. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui essayer d'être indisciplinaire, c'est-à-dire juste prendre des objets qui nous intéressent et les suivre là où ils nous emmènent. Et si là où ils nous emmènent, c'est des zones d'inconfort, parce qu'on ne s'y connaît pas, et ben c'est là qu'on a le droit de parler à d'autres gens qui s'y connaissent mieux, et c'est tout le sens d'une rencontre comme celle-là, et d'aller... voilà. Alors parfois avec des efforts de traduction, hein, parce que quand un astrophysicien, quand Aurélien Barraud essaye de m'expliquer le trou noir, une fois de plus, il y a un moment donné, je décroche, hein, je tombe dedans, je me néantisse dedans. Mais quand même, je préfère essayer un petit peu de comprendre plutôt que d'être hyper spécialiste des brouillons d'un auteur sur lequel j'aurais fait ma thèse, puis tous mes articles, puis écrire une fiction biographique, puis etc. Donc le timbre postal de la connaissance est quand même un truc qui nous tue. Et à l'inverse, dès qu'on peut rétablir du dialogue entre des champs qui ne se parlent pas ou peu, et même si c'est très maladroit, je trouve qu'on retrouve du souffle. Baptiste ? Oui. En fait, spécifiquement, tu dis pourquoi s'intéresser aux interactions? Moi, ça vient du fait assez simple que j'ai mis du temps à trouver mon objet. En fait, je me rendais compte que ça m'intéressait pas les trucs seulement entre humains. Enfin, ça m'intéressait pas suffisamment pour que j'y consacre ma vie. Je trouvais que c'était assez narcissique. C'est vraiment un truc de primate social, hein, ce trait des humains, de s'intéresser qu'aux humains, d'être obnubilé par les autres humains. Et puis, parallèlement, je me rendais compte que les animaux, ça m'intéressait pas non plus.
C'est-à-dire que les autres vivants, séparés, là-bas, la belle panthère prise en photo, toute seule, la biologie de la panthère, en fait, à la fin, ça ne m'intéressait pas. Et jusqu'à ce que je comprenne que ce qui m'intéressait, c'était précisément les relations. Donc, c'est les relations entre l'humain et le reste du vivant. Et c'est pour ça que maintenant, en effet, c'est comme ça que je nomme le thème de mes recherches. C'est précisément les moments où on va isoler des tissages du fait de notre ascendance commune avec eux, du fait de nos interactions écologiques, du fait d'une évolution partagée. Et donc, voilà, j'ai l'impression que cet espace, pour moi, j'ai même pas l'impression. Pour moi, à mon goût, cet espace est beaucoup plus intriguant et intéressant que les purs humains d'un côté et la nature, la pure nature de l'autre. Merci à tous les deux. On va devoir s'arrêter là. Donc, on vous donne rendez-vous juste à côté pour une séance de signature. Je rappelle les titres de vos livres, Vincent Message, Défaite des maîtres et possesseurs, donc paru initialement au Seuil et puis ensuite chez Point en poche. Baptiste Morisot, Les Diplomates, c'est paru chez Wild Project. J'en profite pour dire que la maison fête ses 10 ans et qu'un livre collectif vient de paraître intitulé Un sol commun, je crois, dans lequel on retrouve un entretien avec vous. Et puis Sur la piste animale, paru aux éditions Actes Sud. Vous dire également que juste après, à 18h, pour ceux qui veulent, rendez-vous avec Alain Damasio, qui sera en dialogue avec Judith Nico-Gossian. Voilà, puis il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci à vous deux. Plus de Friction littéraire en podcast sur olesbeaujours.fr.